dimanche, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je pense que là ça va être le dernier dimanche à Medellín parce que vous avez été super gentils, une quinzaine d'entre vous qui ont fait ce qu'il fallait pour que la semaine prochaine on puisse enfin partir, que je puisse enfin vous faire des vidéos au bord de l'océan. Ça changerait du bruit là sur la place où je suis, là, la fameuse place Botero. Bon, on pourrait se dire on est en Amérique du Sud, pays catholique, etc. Donc tout le monde est à l'église. C'est complètement faux. Il n'y a pas tellement de gens dans les églises en fait, dans une ville comme ça. Il y a par contre plein de petites fêtes commerciales tout aussi inintéressantes et bruyantes les unes que les autres. J'espère qu'elle ne va pas se réveiller. Là, il y en a une sous mes yeux. Ils sont en train d'installer des tables avec des produits. Les gens viennent vendre leur camelote. Enfin bon, bref. Alors, avant d'aborder, mais c'est un peu lié en fait au sujet dont je voulais parler aujourd'hui avec vous. Donc il y a ma chaîne qui a été, suite à la vidéo sur le grand remplacement et l'islamophobie, donc qui a été attaqué, c'est un certain nombre d'entre vous qui me l'ont fait remarquer, par ce qu'on appelle des campagnes de pouces rouges. Alors les campagnes de pouces rouges, c'est quoi en fait? En fait ça s'achète, des pouces, ça s'achète je crois par lot, et donc le système en fait quand il repère des vidéos qui dérangent, et celle-ci dérange beaucoup parce que, et ça j'ai eu pas mal de messages privés qui m'ont dit, parce qu'en fait elle tape exactement là où il faut taper, c'est-à-dire pas du tout sur ces questions de racisme ou autre, mais elles font un lien direct en fait entre le sionisme tendance grande d'Israël et puis cette théorie. Je ne vais pas revenir sur les arguments, c'est déjà fait. Si j'en ai convaincu certains, tant mieux, c'est pas le but. Le but c'est juste d'exprimer ce que moi j'ai analysé à l'instant T, sachant que contrairement à un certain nombre de gens qui... moi j'ai une pensée qui bouge dans le temps, donc peut-être que dans 6 mois j'aurai évolué, je vous le dirai à ce moment-là. Donc bref, campagne de pouces rouges, alors sur je crois mes 10 dernières vidéos. Alors c'est quoi l'intérêt de ces trucs-là? Bon, disons que c'est simplement que ça permet de déréférencer en fait des vidéos qui de fait apparaissent moins dans le fil d'actu d'un certain nombre de gens qui me connaissent pas. C'est ça le but en fait, c'est de minimiser, c'est une censure qui dit pas son nom, une censure sournoise. Donc c'est pas un signalement, la vidéo est toujours en ligne. Mais voilà, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Alors il y en a eu une, je me souviens qu'il n'y a pas très longtemps, a fait vraiment ce qui prouve que là maintenant les sujets, je dirais tabous de l'élite, je les ai bien repérés. Donc c'était celle en fait sur les vaccins, sur le film Vaxxed, sur toute l'horreur qui était faite aux enfants au travers de la justice. Donc évidemment celle-là, au bout de 24 heures, les 150 pouces bleus ont disparu et été remplacés par 300 et quelques vers le bas. Donc voilà, c'est un peu leur technique. Alors c'est des techniques qui sont vous le remarquerez, toujours dans le registre de la quantité, puisque c'est là en fait leur unique registre, c'est celui du nombre. Le fameux règne de la quantité que dénonçait déjà René Guénon à la fin des années 40, début des années 50, dans ce livre qui s'appelle Le règne de la quantité, que je vous recommande, même si j'adhère pas forcément à l'idéologie de René Guénon. Je trouve que c'est vraiment un très grand penseur français de la seconde moitié du XXe. Donc, ce qui compte, c'est pas le nombre de vues, c'est pas le fait, voilà. Bien qu'à la limite, si leur campagne de pouces rouges pouvait m'éviter une campagne d'insultes homophobes ou racistes ou je ne sais quoi, ça sera toujours ça de moi à virer. Je m'en contrefiche. Alors, en fait, je vais lier donc cette intro au sujet en fait qui est autour de ce que j'appellerais les règles toujours foireuses du système, de ce système donc qui marche en fait sur quoi, qui marche en fait sur ce qu'on pourrait appeler le box-office, le hit parade, le nombre de ventes, le chiffre d'affaires, la rentabilité, le nombre de spectateurs, le nombre de lecteurs, le nombre d'auditeurs, le nombre de machins, etc. Alors moi je me souviens quand j'étais un jeune cinéphile dans les années 80,
Ce qui comptait à l'époque, c'était pas le box-office, que ce qu'on appelait les films que les gens préféraient. C'est ça en fait qui était plus mis en avant. Et on remarquait à l'époque qu'il y avait une correspondance, bon pas absolue, mais en tout cas qui était assez fréquente. Hein. Vous prenez un film, des films comme Le Dernier Métro, comme Le Vieux Fusil, comme L'été meurtrier, comme puis quoi d'autre, Excalibur, Apocalypse Now, Le Tambour, il y en avait énormément à l'époque qui étaient à la fois de très gros succès populaires et qui étaient dans les films préférés des Français. Je peux rajouter Les Deux Funès aussi qui sont, je sais pas, La Grande Vadrouille, des films comme ça, c'est absolument excellent, ça n'a pas pris une ride. Et donc à l'époque en fait le fait qu'un film ou un livre ou etc. Marchait, nos journaux et nos télévisions n'étaient pas autant qu'aujourd'hui obsédés, omnibulés par cette question du chiffre, du nombre, de la rentabilité, etc. etc. C'est venu après en fait ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, alors il y a eu, je dirais, alors je vais prendre l'exemple du cinéma qui me semble être assez bon, qui est ce qu'on appelle la période du Nouvel Hollywood. Donc le Nouvel Hollywood, c'est quoi? C'est né à la fin des années 60, avec des cinéastes comme Arthur Penn, comme Francis Coppola, comme Martin Scorsese, comme Brian De Palma, comme Michael Cimino, qui en fait étaient des gars qui sortaient en fait du moule du modèle hollywoodien où les metteurs en scène étaient des salariés des grands studios et mettaient en scène des scénarios écrits et décidés par d'autres. C'était des gens qui sont ce qu'on appelle des auteurs, hein, un peu les petits de la nouvelle vague, mais version américaine, et qui en fait pendant une dizaine d'années, donc ça a duré à peu près de 68 je crois à 77. 77 je vous en dirai, c'est une date vraiment clé dans l'histoire de Hollywood. Ils ont eu en fait pendant presque 10 ans le haut du panier Hollywood, c'est-à-dire qu'ils étaient devenus plus importants que les producteurs. Ce qui est extrêmement rare en fait dans l'histoire de cette industrie, parce que ce sont eux qui ont eu il y a eu une correspondance en fait entre leur désir artistique et les souhaits des spectateurs de l'époque. Alors on va prendre quelques exemples de films qui ont fait des triomphes. Hein. Alors Le Parrain de Francis Coppola, qui est vraiment un film d'auteur incroyable. Vol au-dessus d'un nid de coucou, quoi d'autre, Taxi Driver, Le Dernier Tango à Paris, c'est pas rien. Bref, les films d'Arthur Penn, Bonnie and Clyde, Les Hommes du Président, enfin il y a beaucoup de films, et puis on va en trouver aussi en Europe, en Italie, en France. Et en fait, il y a eu un événement en 77 qui avait déjà eu un premier, une ou deux premières alertes. Il y avait eu la Tour Infernale en 74, puis l'année suivante, Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, où en fait Hollywood, c'est-à-dire les producteurs, se sont retrouvés face à des films qui faisaient dans un temps record des recettes records. Et en fait, ils ont découvert cette notion qui allait s'appeler la notion dite du blockbuster. Et celui qui a vraiment cartonné, c'est-à-dire où il y a eu un merchandising, un marketing avant la sortie du film, où on s'est retrouvé avec des phénomènes de foule absolument démentiels, avec des gens qui faisaient la queue 24 heures avant pour assister à l'avant-première, c'est évidemment Star Wars, la guerre des étoiles. Et donc Star Wars a cumulé en recettes, en l'espace je crois de un week-end, ce qu'un film de gros succès faisait dans toute sa carrière. Et Hollywood donc s'est retrouvé, c'est-à-dire la production, hein, l'argent, là ce coup-ci, a repris le devant, et nos auteurs, nos Coppola, nos Cimino, nos De Palma, etc. Se sont retrouvés avec beaucoup plus de difficultés dans le temps de faire ce qu'ils voulaient, parce que les producteurs ont repris la main et ont souhaité multiplier ces cas de blockbuster. Et en fait, bon, là, c'est un cas, je dirais, où on se retrouve face à un marketing international tel que ce fameux film, qui est fabuleux, hein, que j'aime énormément, ne pouvait presque qu'être un triomphe. Alors, il y a eu quelques exceptions de films qui ont été vendus comme ça, avec un marketing qui ressemble à du bourrage de crâne.
et qui ont échoué commercialement, mais ils sont beaucoup plus rares que l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors ça vaut pour le cinéma, mais ça vaut pour tout, quand une machine de production très importante a décidé que le public devait en priorité voir tel film ou lire tel livre, en général, les chiffres suivent. Quitte à ce qu'on se retrouve dans cet immense paradoxe qui est que tout le monde va foncer voir un film, alors ça peut être une comédie, en France il y en a beaucoup, des espèces de comédies Canal+, avec des acteurs qui sont des anciens de Canal+, des trucs avec Dujardin et sa nana, certains d'Aline Boone, des Jamel Debbouze, enfin ce genre de comédies, hein. Elles sont hyper vendues par TF1, par ce genre de chaînes de télé. Elles font des recettes relativement importantes et en même temps, quand on questionne les spectateurs, dans l'ensemble, les gens trouvent ça médiocre. Et donc, on se retrouve avec un décalage entre les chiffres et les goûts du public. Ce que moi, je ne voyais pas en fait dans les années 80, parce qu'en général, quand les films marchaient, les gens aimaient, quoi. Il y avait un bouche à oreille qui disait que le film restait très longtemps à l'affiche, il ne faisait pas forcément des recettes records tout de suite, mais ça s'installait dans le temps et ça marchait. Alors que maintenant, on est beaucoup plus complètement sous la soumission en fait d'un système. Alors ce système-là, donc, qui crée donc des succès artificiellement, hein, c'est-à-dire qu'en fait ils font exactement ce que fait le marketing, c'est-à-dire ils créent un besoin pour ensuite y répondre, d'accord, et les gens dans leur ensemble s'en font avoir. Moi je suis frappé quand je vois la liste des films qui marchent aujourd'hui et que je la compare à celle d'il y a 15-20 ans, sur le plan qualitatif, de voir à quel point ça a perdu et de voir à quel point ça s'est américanisé à outrance ou canal+isé pour les films français. En clair, il y a toujours autant de bons films dans les salles, mais simplement les gens ne vont plus les voir. Ils se concentrent sur 3-5 films par an, pas plus. Idem pour les bouquins. Alors les bouquins, c'est hallucinant. En France, on nous met, il y a des campagnes, alors tout est piégé, hein, dans la littérature, c'est ce qui fait que moi je ne veux pas être édité par le système. Déjà, alors il y a quelques livres, très peu, qui sont mis en avant pour quand il y a une rentrée littéraire. C'est toujours les mêmes, hein, et c'est jamais les meilleurs en général. C'est les Torchons de Christine Angot, c'est les bouquins sympathiques mais sans grande consistance de Frédéric Becbédé, c'est Marc Lévy, c'est Amélie Nothomb, enfin c'est ces gens-là qui sont pas forcément tous mauvais, mais qui en tout cas sont pas des gens qui marqueront la littérature, ça me paraît évident. Et on en est au point où l'année dernière, je ne sais pas si vous avez lu comme moi quelques pages de ce torchon, où tout le monde parlait très sérieusement, enfin c'est-à-dire au Goncourt, de Angot pour le Goncourt pour un truc qui est, mais c'est pire que mal écrit, quoi. Enfin, ça n'a ni queue ni tête, ni sur le fond ni sur la forme. Et donc, on se retrouve donc avec quelques rares livres qui, comme pour le cinéma et comme n'importe quoi, hein, sont d'entrée de jeu mis en avant, mis au pinacle par un système. Alors le système, c'est quoi? C'est la télévision. Ce sont des critiques complaisants, hein, et salariés. C'est évidemment une presse et une télévision aux ordres. Ce sont des grandes succursales de distribution comme les Fnac ou les Points H qui se débrouillent pour avoir extrêmement bien achalandé leur rayon de toujours les mêmes auteurs. Vous verrez, hein, c'est rarissime qu'il y en ait des nouveaux qui sortent. Et à côté de ça, les éditeurs, les petits, les moyens, les gros, sortent énormément de bouquins, mais ces bouquins seront littéralement balancés sur le marché sans aucune ou quasiment aucune aide. Les gros éditeurs obligent, en fait, c'est-à-dire qu'ils disent bon bah tu m'achètes 200 Nothomb, ok, mais tu es obligé de prendre tel auteur, tu m'en prends 40, tu m'en prends 20, etc. Et disons-le, malheureusement, la très grande partie de ces petits auteurs inconnus, dont certains sont de très grande qualité, si la Fnac en achète 50, elle va en mettre 40 à la poubelle. Mais dans les chiffres, et pareil pour Angot, c'est-à-dire que Angot, si on en achète 200, nous ne saurons pas, nous, s'il y en a 200 qui auront été vendus, ou 100, ou simplement 10. Ce qui veut dire que les chiffres que nous donnent les hit parades des ventes de bouquins qu'on voit par exemple dans l'Express, comme ils se reposent exclusivement
sur la vente des éditeurs aux distributeurs et non pas au lecteur final, les chiffres sont totalement truqués. D'accord ? Et ça, en fait, on va le retrouver dans tout ce que le système nous fait. Alors, je ne parle pas de tous les produits, alors les produits de type industriel, par exemple alimentation, médicaments, etc., que l'on nous vend toujours avec des campagnes publicitaires qui insistent sur des imaginaires plus produits, c'est-à-dire par exemple que tel produit laitier est bon pour la santé, sans jamais évidemment nous parler de la composition réelle de l'aliment en question. Parce que si jamais il y avait ça, évidemment tout le monde foutrait ça à la poubelle ou jamais n'achèterait ces merdes. Donc toute la publicité, ça se repose toujours sur des promesses de vente mensongères, mais qui fonctionnent. Qui fonctionnent parce que tout le système fait pour que ça fonctionne. Il y a les campagnes de pub, il y a évidemment ce que fait la grande distribution pour mettre en avant avec une politique qui coûte. Quand vous avez tel produit achalandé qui est à hauteur de l'acheteur moyen ou qui est en tête de gondole, ça a un coût tout ça. Donc on fait tout pour attirer votre attention sur les pâtes machin chose au détriment des autres et on met toujours les moins chers tout en bas ou tout en haut. Donc tout le système en fait repose sur ce type de technique où en fait les règles sont toujours truquées d'avance et tout est fait pour que le consommateur qui est vraiment pris pour un porte-monnaie qui n'est pas doté de réflexion, gobe et suive les impulsions qui sont organisées par le système afin que... Donc du coup, il va se comporter par rapport à l'achat de ses pâtes comme il se comporte par rapport au fait de prendre un ticket de cinéma pour aller voir le film X et pas le film Y. C'est-à-dire qu'en clair, on le conditionne complètement. Et ce conditionnement, on va le retrouver pour des tas de trucs où le système est champion du monde pour toujours tout truquer. Prenons l'exemple des hôtels, des restaurants, enfin vous savez qu'aujourd'hui on a des trucs qui s'appellent TripAdvisor où les gens sont censés noter les hôtels où ils ont passé un séjour, ou les restaurants où ils sont allés manger, ou la chambre d'eau de bidule. Alors si je mets de côté les propriétaires indépendants de relais et châteaux éventuellement, ou plutôt de chambres d'hôtes qui n'ont pas trop les moyens de s'intéresser ou d'acheter ce genre de choses, si vous avez aujourd'hui un restaurant un peu à la mode, ça s'achète, vous achetez une boîte qui va vous faire des faux avis de faux clients et qui donc va vous mettre des super notes, des super commentaires. Et ces super notes et ces super commentaires vont faire que votre produit, désolé pour la musique, va être repris par rapport aux autres qui eux n'ont pas les moyens d'eux, et voilà comment l'argent va à l'argent, tout simplement. Donc en fait, quand on regarde dans ce monde capitaliste, tout est toujours truqué. Tout. Les auteurs qui sont mis en avant par le système ne sont pas mis en avant pour rien, par hasard. C'est forcément qu'il y a des connexions, c'est parce qu'il y a de l'argent en jeu. C'est parce que le gars, par exemple, je sais pas moi, un Franz Olivier Gisbert, qui n'est pas un romancier nullissime, je trouve pas, il a un certain talent, mais enfin c'est pas non plus... le moindre de ses bouquins sera automatiquement mis en avant et encensé parce que c'est le patron de tel organe de presse. Et un auteur de policier aussi bon, voire meilleur que Fogg, n'aura jamais sa surface de promotion. Donc en fait, devant un système qui ne repose que sur la quantité, sur le comptage et sur des règles de marketing et de comptage qui sont totalement pipotées, comment voulez-vous faire votre place ? C'est absolument impossible, d'autant que si on rajoute... Et là je m'adresse aux artistes. Je connais plein d'artistes de talent qui sont comme moi indépendants dans des choses très diverses. Ça peut être la poésie, la musique, le son, la peinture, etc. Quel est notre avantage nous, par rapport à tous ceux qui sont édités par le système ? C'est qu'on n'est pas censuré et on ne s'auto-censure pas. Et ça c'est fabuleux. Parce que évidemment vous imaginez là le petit succès d'estime que vous avez fait avec les 150 de la France Macaron, qui ont été vendus en à peine un mois, ce qui est remarquable, parce que pour ceux qui ne savent pas, un bouquin de Gallimard de type pas très connu, pas avec une promotion importante, une ou deux critiques, par exemple une critique dans Télérama et une autre dans Libération, si vous prenez la moyenne de vente
de ce bouquin-là en fin de cycle, hein, c'est-à-dire on compte pas les bouquins qui sont pilonnés, hein, on compte ceux qui ont été vendus directement. Bah, ça fait 200, j'y suis presque, quoi. Un bouquin comme La France Macaron, un bouquin comme vous reprendrez bien un Macaron, tous les bouquins que j'ai écrits sur l'actualité, tous sans exception, sont absolument impubliables dans le système. Il n'y en a aucun. Pourquoi ? Parce que même si je prenais un petit éditeur indépendant, honnête, sympathique, il y en a, hein, j'en ai rencontré sur Paris à l'époque, ces gens-là ne prendraient pas sur un plan juridique, hein, tout simplement par peur de se prendre un procès dans la tronche du CRIF, parce que j'assassine le CRIF dans un des billets de ce bouquin. Et quand on voit, ça y est, là j'ai appris que Hervé Ryssen, il a été condamné à 1 an de tôle pour un bouquin où, d'après ce que j'ai cru comprendre, il énonce un certain nombre de vérités historiques. Bon, il a un ton qui est le sien, je ne peux pas lui reprocher, j'ai le mien aussi. Mais en tout cas, ça y est, la preuve est faite qu'un auteur, c'est le 2e apparemment en France, peut faire de la tôle pour ses écrits. C'est acté. Donc vous imaginez bien qu'un petit éditeur, pas très connu, ne va pas prendre un risque comme ça pour sa maison d'édition, et ça se comprend tout à fait. Simplement, malheureusement, ça s'appelle de la censure. Et en même temps, il y a un certain nombre d'auteurs qui voulant se faire éditer. C'est ça le problème en fait. C'est que quand on veut se faire éditer, on est obligé de faire avec ce que l'on pense que le système peut accepter ou refuser. Et donc, on s'auto-censure. Ce que je ne veux absolument pas faire pour moi. Pour mes créations en tout cas, comme pour ces vidéos. Donc, pour clôturer sur cette question, il me semble absolument évident que quelqu'un qui veut à un moment ou à un autre rentrer, s'appuyer sur un système, ne pourra, si c'est un créateur indépendant, que faire des concessions. Et si, comme moi, je ne suis pas le seul, il y en a d'autres, vous avez pour ambition de ne laisser personne vous corriger, vous interdire, vous censurer. Parce que je considère qu'une juridiction, un avocat, un juge, une association qui plus est payée par des fonds qui viennent des impôts des poches des Français et qui se constituent en lobby, n'ont absolument rien à faire avec, d'une part, la liberté d'expression, parce que on a une constitution en France et il la viole en toute illégalité avec la loi derrière eux, mais c'est pas une raison de leur céder. Donc moi je continuerai, vaille que vaille, par oral, par écrit, à dire et à écrire exactement ce que je veux en fonction d'un certain nombre de paramètres qui tournent autour quand même du respect de l'autre et de l'absence d'invectif. C'est-à-dire que quand je déshabille complètement Macron, c'est pas l'individu Emmanuel Macron que je vise, c'est l'homme public, pas du tout la même chose. Donc ça, cette liberté qui fut celle de très grands écrivains français ou n'importe qui, je pense que n'importe quel artiste dans n'importe quelle discipline doit s'y accrocher mordicus, notamment et surtout dans un moment tout à fait particulier où la censure est en train de véritablement s'organiser. Les chaînes et YouTube fermées, les pages Facebook fermées, les auteurs en tôle, les procès collés sur les épaules de X ou Y, les gens qui sont interdits de télévision, le décodex, la loi du secret des affaires et la loi des fake news, tout ça, là, tout ce que je viens de vous dire, c'est 6 mois, c'est les 6 derniers mois. Et la loi des fake news qui vient d'être repoussée à la discussion par le Parlement français va tomber cet été, quand tout le monde sera en vacances. À mon sens, si ça tombe cet été, c'est probablement pas totalement par hasard. On le sait, l'été, ils nous font toujours passer ce qui passe le plus mal. On sera, nous, vigilants sur ce qui va se faire, se dire et se décider, mais nous ne nous faisons aucune illusion. La loi présentée par Madame Françoise Nyssen, ministre de l'Inculture, grande éditrice libertaire,
sera plus dure, j'en suis convaincu, du simple fait qu'elle va passer cet été, que ce qu'elle aurait pu être si elle a été passée il y a quelques jours seulement. Donc nous entrons dans une période de censure accélérée qui va continuer toutes ces prochaines années et qui, parce qu'elle augmente, doit donner de notre part à nous qui allons exactement dans l'inverse, c'est-à-dire qui faisons à la fois de la dissidence et de la résistance et qui le faisons régulièrement avec à la fois courage et puis en étant surtout, ça je tiens à le dire, on est plusieurs. Moi je fais partie d'un réseau maintenant, il s'est constitué un peu comme ça, c'est-à-dire que j'ai des gens qui ont des chaînes avec lesquelles je suis en contact, il y en a d'autres qui ont des blogs, des pages Facebook, et nous nous mettons en lumière les uns les autres. Et c'est que comme ça que ça marche. Et moi j'ai un garçon qui est super, qui s'appelle Alix Chaumont, à qui je fais un petit clin d'œil dominical très amical, qui a très gentiment créé, et je vous conseille de vous y mettre, c'est jamais si un jour cette chaîne saute, il y aura la chaîne de secours, il m'a fait une chaîne où il met toutes les vidéos, les unes après les autres, qui s'appelle Christophe Cross ou Plomb 2, le chiffre romain 1-1. Si un jour cette chaîne saute, tout sera sauvegardé sur une autre, et moi j'en sauvegarde sur d'autres plateformes. Donc en fait, amusez-vous, messieurs, dames, les trolls du système, à signaler mes vidéos, vous me tuez d'un côté, ça renaîtra 2 fois plus fort de l'autre, hein. C'est comme ça que ça va marcher. Et ça, ce qui est bien, c'est que quand on est plusieurs, et qu'on ne le fait pas pour avoir plus d'abonnés, plus d'argent, plus de notoriété et tout, non, on le fait parce qu'on est dans un mouvement d'ensemble où il n'y a pas de chef, il n'y en a pas un qui est au-dessus des autres. On le fait parce que on est soudés en fait par une mission qui fait que on se dit c'est mieux à plusieurs que tout seul. Tiens, hier ou avant-hier, c'est une de mes commentatrices, je la salue, la mère Popino, elle fait une chaîne, j'ai écouté 3 ou 4 de ses vidéos, j'ai trouvé cette femme, ce qu'elle disait, son ton, sa force de conviction, ce qu'elle cite comme ouvrage, enfin on sent que c'est une femme qui est très charpentée intellectuellement. Je trouvais ça génial, je la connaissais pas, j'ai mis un lien sur ma page Facebook hier soir pour essayer de la mettre en lumière, parce qu'elle a beaucoup moins d'abonnés que moi, mais elle a une parole qui est tout aussi forte, et j'espère que ça lui portera chance et que vous serez plus nombreux à la connaître elle, comme vous êtes nombreux de plus en plus à connaître La vérité dérangera toujours de Sylvain Laporte, mon copain de Bretagne, celle du sushi belge Zine et ses superbes conférences sur la finance, sur les placements, sur le crack, sur des choses comme ça. Comme vous êtes nombreux à suivre évidemment la chaîne de Philippe Gendroc, on est un paquet, ou celle de Fabrice sur sa chaîne sur les ovnis qui est super. Je vous dis, j'ai un réseau de 15 ou 20 indépendants, voilà, comme ça, qui ont des petites chaînes qui vivent bien, qui sont vraiment intéressantes. Moi, chez qui je vais piocher de temps en temps des infos intéressantes parce que je suis comme tout le monde, je sais pas tout. Par exemple, tout ce que c'est Fabrice sur les ovnis, sur les anciennes civilisations, il est beaucoup plus calé que moi. Je vais l'écouter lui sur le sujet, comme j'écoute Michel Deseille, comme j'ai appris plein de choses en écoutant Hilar, Marion Sigaud, Francis Cousin, Chouard, Soral aussi sur des trucs. Les intellectuels en France, ça manque pas, les bons quoi. Il y en a, c'est autre chose que Raphaël Antoven et ce genre de gugus, que ces gars-là qu'on écoute à la télévision et qui sont pas des penseurs en fait, comment les qualifier? Lui il est pas trop antipathique, je trouve pas, l'ex de Carla Bruni, c'est un essayiste quoi, c'est un essayiste du système qui confond penser et donner son avis. Lui il fait pas trop de mal, je trouve. Bien, écoutez, bon dimanche, peut-être que je vous en ferai une tout à l'heure, ou pas. Salut!